Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast d'Objectif Libre et Indépendant. Je suis Anne-Laure, responsable du programme Chasseurs d'élite et crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, on part dans le secteur du crowdfunding et je suis accompagnée par Hugo, cofondateur de La Première Brique. Restez jusqu'à la fin de ce podcast si vous souhaitez analyser comme un professionnel les projets de crowdfunding immobilier. Je passe la parole à Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous parler de La Première Brique et de crowdfunding dans sa généralité? Bien sûr, avec grand plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis du coup Hugo Berthe, président et cofondateur d'une société qui s'appelle La Première Brique, qui est une société de financement participatif immobilier ou crowdfunding, comme tu l'as très bien dit. J'ai une formation en ingénierie financière dans une école lyonnaise de commerce et j'ai fait un petit parcours à l'inspection générale bancaire. Et aujourd'hui, j'anime l'équipe de La Première Brique avec mon associé. Le financement participatif, qu'est-ce que c'est ? C'est le moyen le plus direct aujourd'hui pour un particulier de placer son épargne dans des projets immobiliers qu'on a sélectionnés, nous, de notre côté, auprès de porteurs de projets qui sont venus nous trouver parce qu'ils avaient un besoin de financement. Et donc finalement, nous, on crée vraiment le lien entre des personnes comme toi et moi, qui ont de l'épargne disponible, qui ont besoin de la placer, qui ont envie de la placer et qui ont envie de la placer dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans le financement d'une opération immobilière qui vont voir de façon détaillée sur notre plateforme, qui vont pouvoir étudier et dans laquelle ils vont prêter leur argent. Pourquoi ils le font ? Pas pour rien. Ils le font parce que ça leur rapporte 12% de rendement en moyenne, sans aucun frais et sur des durées qui sont relativement courtes. Parce que c'est le cadre de l'immobilier, donc c'est toujours des durées qui sont assez incertaines. Mais en moyenne, nous, on constate, là, sur un peu plus de 750 opérations, toutes celles qui ont été remboursées l'ont été en 19 mois en moyenne. Donc c'est des durées qui sont relativement courtes. Voilà. Et comment se passe le marché actuellement ? Est-ce qu'il y a beaucoup de projets ? Est-ce qu'au contraire, c'est un petit peu plus calme ? Est-ce que les délais annoncés des remboursements sont respectés ? Est-ce qu'il y a des failles ou au contraire, tout est au beau fixe et il faut y aller ? Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à tout. Le marché aujourd'hui, je pense qu'il y a deux visions. Il y a la vision que tu peux voir un petit peu dans la presse. Aujourd'hui, le marché du crowdfunding, il vit des tourmentes sur certaines plateformes, a fortiori sur les plateformes qui ont financé beaucoup de promotions. Parce qu'on le sait, la promotion est dans la tourmente. La promotion immobilière aujourd'hui est dans la tourmente. On a une baisse de 10% des ventes sur les logements neufs sur 2025 par rapport à 2024, qui était déjà une mauvaise année. Donc, voilà, une situation qui est assez difficile pour la promotion immobilière. Et donc forcément, les plateformes qui ont financé de la promotion immobilière aujourd'hui en souffrent, avec des retards. Ce qui ne veut pas dire perte, mais retard. Et en fait, le financement participatif, c'est vraiment ça, c'est vivre une expérience de financement immobilier. Je sais que vos investisseurs connaissent bien le sujet, donc ils sont a priori assez aguerris sur le sujet. C'est vivre l'opération du début, donc l'acquisition à un prix, les travaux et la revente à un prix donné. Et c'est toute l'importance de bien étudier le sujet. Voilà. Donc il y a cet aspect-là, si tu veux, effectivement, d'une petite tourmente qui est normale et qui est, je dirais, plus conjoncturelle que structurelle. Et par contre, il y a aussi l'aspect d'un marché qui est en train de gagner en robustesse, qui est en train de grandir, de maturer vraiment. Il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui, aussi bien côté investisseur, au niveau des bons réflexes, que côté plateforme de financement participatif, au niveau de la sélection des dossiers, qui sont ici aujourd'hui et qui n'étaient pas là hier. Et donc Parce que vous avez mis en place de ce fait plein de techniques ou de nouvelles choses pour essayer de pallier un maximum à tout ça. Ouais. Exactement. On en parlait hors micro tout à l'heure. Quand on a démarré la plateforme en 2019,
On décaissait, par exemple, quand il y avait des travaux, on décaissait la totalité de l'enveloppe. Aujourd'hui, on attend d'avoir des photos de l'avancement des travaux pour décaisser progressivement et sur facture l'enveloppe travaux aux marchands de biens. Nous, on fait beaucoup, pour rebondir sur le sujet de la promotion, on fait beaucoup de réhabilitation. Donc, on est sur des actifs chez la première brique qui sont des actifs existants qui ont de toute façon tout au long de l'opération une valeur. Et comme on prend des garanties qui sont relativement solides, qui sont l'hypothèque de premier rang, finalement c'est la même chose que ce que va prendre une banque quand elle te finance. Et c'est pour continuer l'analogie, aujourd'hui un investisseur chez la première brique qui va remplacer en quelque sorte la banque et prendre les bénéfices sur son prêt. Donc le coût de l'argent, c'est son prêt à 12%. Parce que c'est ce que ça va lui rapporter. Et donc, on a des garanties, au même titre que la banque, qui sont relativement solides et qui sont sur des actifs qui prennent de la valeur au fil du décaissement. Et donc, finalement, on a une garantie qui est assez solide. Ouais. Et quels sont les projets qui sont le plus plébiscités par vos investisseurs ? Alors, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que aujourd'hui, on a 130 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme et ils ont tous des profils assez différents. Je crois que c'est toute la beauté justement du modèle, c'est que nous, on est là pour documenter une histoire qui nous est racontée par un porteur de projet. Je vais acheter un appartement, je vais acheter 2 appartements, un immeuble, voilà, disons ça. Je vais acheter un immeuble et puis je vais le diviser en plusieurs lots. Je vais mettre un grand coup de peinture dedans pour que ce soit propre. Je vais créer des compteurs pour diviser vraiment les lots, faire un règlement de copropriété. Bon, voilà, je vais faire tous ces travaux-là. Et puis ensuite, je vais revendre. Ok, d'accord, ça c'est l'histoire. Mais derrière, on va mettre des documents. Est-ce que on a une promesse de vente, d'achat sur cet actif? Donc, est-ce que effectivement vous allez bien l'acheter? Est-ce que vous avez déjà un rendez-vous avec Enedis, par exemple, pour la pose des compteurs? Est-ce que vous avez des devis de la part de vos artisans? Est-ce que les autorisations d'urbanisme sont acceptées? Et tout ça, on va constituer une data room, tout documenté, de façon à pouvoir ensuite raconter cette même histoire à nos investisseurs, mais en étant certain que toutes les informations qu'on va donner sont justes. Bon, voilà. Quand on a dit ça, ça veut dire que l'histoire, elle est probante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, nos statistiques sont excellentes, dans le sens où sur 740 dossiers financés, on en a 391 qui sont intégralement remboursés, sachant que ça fait 6 ans qu'on fait ça, pour un peu plus de 117 millions d'euros en capital uniquement. 138 si on prend les intérêts. Et donc, voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de proposer un maximum d'opérations, de typologies d'opérations. Et après, nos investisseurs vont lire ces histoires et se faire une conviction. On a des investisseurs qui ne vont pas sur un dossier s'il n'y a pas 100% de précommercialisation, par exemple. On en a d'autres qui n'y vont pas s'il n'y a pas d'hypothèque. Et d'autres qui y vont que si le taux de rendement est supérieur à 12%. Et je trouve que c'est toute la beauté, c'est qu'on a une population qui est assez grande et chacun a ses affinités sur les dossiers. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne propose pas de dossier auquel on ne croit pas. Oui. Voilà. Et si on se met à la place du porteur de projet, cette fois-ci, quels sont les projets que vous recevez le plus ? Alors, aujourd'hui, en France, et je pense que tes investisseurs, tes lecteurs le savent, tes auditeurs le savent, les banques sont quand même assez frileuses. Depuis quelques temps maintenant, malheureusement. Certains diront qu'elles ne jouent pas leur rôle. Moi, je ne me positionnerai pas sur le sujet. Mais on a beaucoup de demandes sur des très très belles opérations dont on a le sentiment qu'elles devraient être financées en banque. Nous, la raison pour laquelle les investisseurs viennent nous voir, et finalement, il y en a beaucoup, hein, mais c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller en banque. On finance en un mois en moyenne, là où en banque, c'est un délai de 2 mois dans le meilleur des cas et 4 dans le pire des cas, 4-5 mois parfois. On a aussi une souplesse parce que au regard des garanties qu'on peut prendre, nous, on sait regarder un red flag et se dire, en fait, effectivement, ça c'est un point noir sur le dossier, mais quelle est l'histoire derrière ? Comment le porteur de projet va nous l'expliquer et cette histoire, on va la raconter aussi à nos investisseurs.
Je prends un exemple très simple, hein, une personne qui a déjà eu une liquidation sur une société, mais cette société, c'était une société de e-commerce, d'achat, de revente de piles, je ne sais pas, je te donne cet exemple-là. Pour nous, c'est pas un frein. Par contre, on va en parler à nos investisseurs parce que ça peut être un frein pour certains de nos investisseurs. Et donc les porteurs de projets, parce que je divague complètement de ta question, les porteurs de projets qui viennent nous voir, c'est à 90% des opérations de marchand de biens. Donc c'est de l'achat-revente avec un actif existant. On a un petit peu d'opérations de trésorerie. Donc c'est-à-dire qu'on a un actif qui a une valeur. Les fonds du porteur de projet sont bloqués dans cette opération, mais elle est avancée, elle est 100% pré-commercialisée. En fait, on attend juste des levées de conditions suspensives. Et ben dans ces cas-là, nous, on a la possibilité aussi de l'aider à sortir une partie de ses fonds propres, pas la totalité, mais une partie de ses fonds propres engagés dans l'opération contre une hypothèque sur l'actif qui va être vendu. Et ça reste relativement sécurisé pour nos investisseurs. Voilà. Toi, est-ce que tu as déjà investi dans des projets de crowdfunding qui ont été sur ta plateforme ou peut-être une autre ou est-ce que Alors bien sûr, bien sûr, moi je crois fondamentalement au modèle et pour parler un petit peu de valeur, je crois que le crowdfunding immobilier, c'est le meilleur moyen de reprendre le pouvoir sur des problématiques qu'on a tous les jours. Parce que si tu regardes à l'échelle micro, c'est financer quelqu'un qui va faire une marge et puis prendre une marge aussi au passage, des intérêts au passage. Mais si tu regardes vraiment sur l'échelle macro, moi je rêve d'un monde où demain, tous les Français, 66 millions de Français ont un petit peu de crowdfunding dans leur portefeuille comme produit de diversification. Ça ne doit pas être la totalité de notre épargne, mais de façon à finalement financer assez massivement la réhabilitation des logements qui sont vacants aujourd'hui en France, le parc IMO français, et permettre de faire chuter un petit peu le prix des loyers parce qu'une offre qui est plus importante. Donc oui, moi j'investis beaucoup en crowdfunding. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros et je pense que je dois faire partie des premiers investisseurs de ma plateforme avec mon associé sur les projets qu'on a proposés. Ouais. Et est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent en investissant en crowdfunding ou est-ce que ça reste plutôt un complément de revenus, d'un salaire Alors, ou est-ce qu'on peut si gagner la question sa vie c'est est-ce qu'on peut avec être rentier en investissant en crowdfunding immobilier? Aujourd'hui, le rendement qu'on propose, c'est 12%. Voilà, quand je te dis ça, et c'est c'est pas un rendement qui est garanti, hein, c'est les aléas de l'immobilier. Donc un projet qui n'arrive pas à se vendre parce que en fait il y a eu un dégât sur l'actif ou autre, ça peut être un peu plus problématique. Mais encore une fois, une personne aujourd'hui, on a fait l'étude la dernière fois, une personne qui a investi chez nous 1 euro sur tous nos dossiers. Il a investi ça date d'il y a 3 semaines. Il a investi dans 742 dossiers, donc il a investi 742 euros. Il a 391 euros qui sont remboursés en capital et il a gagné 53 euros en intérêt. Donc, fais le calcul, hein, ça fait un rendement qui est relativement intéressant pour la somme placée. Et qui est bien plus élevé que n'importe quel autre placement. Qui est bien plus élevé que n'importe quel placement. Et c'est là, voilà, c'est finalement la preuve de la performance du produit. Après, c'est pas un produit miracle non plus. Et je crois que tu le fais beaucoup et c'est tout l'intérêt qu'on a à travailler aussi ensemble, La Première Brique et Oli. C'est qu'on a un vrai sujet, nous, de pédagogie. Et de préparer nos investisseurs au produit. C'est un produit qui est très performant, qui permet d'avoir beaucoup de rendement, mais par contre, c'est un produit qui comporte un risque. Donc, il y a une vraie importance à lisser son placement sur plusieurs produits. Moi, je déconseille formellement à n'importe qui de mettre à quelqu'un qui a 100 000 euros à placer en crowdfunding, de mettre, ou alors, même on va faire même encore plus en amont, quelqu'un qui a aujourd'hui 100 000 euros d'épargne à positionner, je lui déconseille de mettre 100 000 euros en crowdfunding, je lui conseille de mettre peut-être, selon son profil de risque, entre 50 000 et 30 000 euros en crowdfunding et 50 000 euros ou 30 000 euros répartis sur à minima une quinzaine de projets. Et là, effectivement, tu as un produit qui est extrêmement performant et qui est assez dérisqué parce que bien lissé, diversifié. Bien lissé.
Ok. Maintenant, on peut peut-être passer sur un cas un peu plus pratique, dans le sens, mais que se cache-t-il derrière la première brique? Et à partir du moment où un porteur de projet vous apporte son étude, son projet, quelles sont les étapes que vous faites? Quels sont les éléments sur lesquels vous vous attardez? Et quelles seront les raisons ou les conditions d'acceptation d'un dossier ou de refus? Ouais, bien sûr. Alors, encore une fois, c'est au cas par cas, et c'est toute la beauté de notre modèle, c'est que c'est assez souple. Euh, c'est des éléments qui sont très concrets, mais pour faire vraiment tout le process et donner le dessous des cartes à tes auditeurs et à toute l'audience que tu peux avoir, une personne qui vient nous trouver aujourd'hui, il y a plein de canaux. Ça peut être par un WhatsApp, ça peut être par directement un formulaire en ligne sur notre site internet T'interromps www.lapremierebrique.fr. juste, est-ce que c'est les porteurs de projets qui viennent à vous ou est-ce que dans certains cas, vous recherchez, vous, des projets? Non, aujourd'hui, on fait très peu de chasse, au sens chasse. Mhm. C'est ce qu'on appelle de l'origination dans le métier. On fait par contre, on fait de la sélection sur les dossiers entrants. Après, on travaille aussi avec des partenaires qui ont un réseau important et qui nous apportent des affaires. Mais nous, on fait très peu de chasse, on est présent à des salons et on est relativement visible dans l'écosystème, notamment chez des formateurs de marchands de biens. Mais par contre, on fait pas de chasse, on a personne qui prend sa voiture et qui fait le tour de France pour aller sonner à la porte de tous les promoteurs et marchands de biens de la région. C'est eux qui viennent à vous. C'est eux qui viennent à nous, complètement. Donc ces dossiers vont arriver chez nous. Nous, on va avoir une première salve de questions assez rapide pour savoir si, déjà, on est sur une structure commerciale. On ne peut pas financer une structure civile. C'est-à-dire qu'une SCI, on ne financera pas. Il faut qu'il y ait une holding, société commerciale au-dessus. On ne peut pas financer un particulier parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le monopole bancaire. Pour cette même raison, on ne finance pas les sociétés civiles. Monopole bancaire avec le droit d'usure, qui font qu'aujourd'hui, à 12% de taux d'intérêt, on est un petit peu au-dessus du taux d'usure. Donc on va effectivement avoir cette première salve de questions qui permettent de voir si l'opération en tant que telle, sur sa structuration très globale, on peut l'étudier. Si on peut l'étudier, on va faire ce qu'on appelle une préqualification. Donc là, c'est le directeur du pôle projet qui est un ancien expert en valorisation immobilière de CBRE, une grosse maison sur les sujets, grande maison sur les sujets. Et mon associé qui supervise la partie projet, qui vont finalement avoir un premier regard sur l'opération, sur l'équation économique du projet et dans quelle mesure est-ce qu'il peut supporter un financement de notre part et forcément, in fine, le remboursement. Si ce premier filtre est passé, on va avoir la partie audit approfondie. Donc là, on va constituer la data room, aller regarder vraiment que chaque ligne du coût travaux, on a un devis en face, on a des éléments très concrets qui nous montrent que le dossier est bien ficelé et puis que les prix sont cohérents, aussi bien le prix d'achat que le prix de vente, que les coûts travaux. Vous vous déplacez parfois pour... Alors, c'est variable. Quand il y a un vrai sujet sur la valorisation de l'actif, on fait déplacer un expert indépendant et complètement neutre sur le sujet qui va, lui, faire un rapport d'expertise qui va produire et nous communiquer. On va analyser vraiment de façon très approfondie 3 éléments. Le projet, bien sûr, la cohérence du projet, donc ça, c'est les éléments que je viens de te citer. Le porteur de projet, sa réputation Internet, finalement son historique en crowdfunding aussi, potentiellement sur d'autres structures. Et en financement général, on est branché sur un dossier FIBEN, document des interbancaires de la Banque de France, qui finalement nous montre l'état de solvabilité des acteurs. Et ensuite, la société de projet, qui est forcément avec un bilan, un niveau un ratio d'endettement et tous ces éléments-là, on les présente à nos investisseurs, donc à nos membres. Voilà, donc on va faire tout cet audit. À la fin de cet audit, on constitue ce qu'on appelle une fiche de comité, qui est un préparatif, on va dire, de la fiche projet qu'on va présenter à notre communauté d'investisseurs.
Et le comité, c'est le directeur du contentieux, donc la personne qui va vraiment gérer à la sortie le dossier si ça se passe mal, le directeur de la relation investisseur et moi-même, qui finalement analysons le dossier avec un regard complètement neuf, parce que nous, on n'a jamais vu le dossier, et on a un regard qui est volontairement assez neutre sur le dossier. On a une vision investisseur et contentieux à la fin. Donc on regarde le dossier, on pose nos différentes questions au chargé d'affaires qui a tenu le dossier, et si le dossier est validé en comité, il y a 2 hypothèses. Soit il est validé avec conditions suspensives, donc potentiellement augmenter la précommercialité, ou augmenter l'apport, enfin voilà, il y a plein de critères. Soit il est validé tel quel. Soit bien sûr, dans la dernière hypothèse, il est refusé. Et aujourd'hui, sur 10 dossiers qui arrivent en comité, on en a à peu près, on va le faire même différemment, sur 10 dossiers qui arrivent dans la boîte mail, la première brique, donc pour une étude, on en a un grand nombre qui sont refusés en préqualification, et on n'a pas de statistiques là-dessus. Et ensuite, on en a un peu moins de 50% qui sont shootés à l'audit. Et sur ceux qui sont présentés en comité, par contre, parce que le travail d'audit est bien fait, on en a une bonne partie qui est validée. Donc on doit avoir 7-8 dossiers sur 10 qui sont validés en comité. Mais je dirais que sur 10 dossiers qu'on a en début de tunnel, on en garde peut-être 2 à présenter à nos investisseurs. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair. Si, je suis parti un peu dans tous les sens sur les c'est finalement, voilà, vraiment, ça passe toutes les étapes pour avoir que la crème de la crème et le plus sécurisé possible dans tous vos critères de sélection hyper stricts. Et surtout, avoir une lecture qui soit la plus claire possible. Oui. On a 6 lectures du dossier qui vont se faire un avis sur la qualité du dossier et sur la lisibilité du dossier, parce que c'est tout ça, c'est notre enjeu. Nous, on est accessible à partir de 1 euro, sans aucun frais. Donc, on a une population qui est finalement très, très large. Et cet effort de pédagogie, au même titre que vous le faites beaucoup chez Oli, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler avec vous, il est très important. S'assurer qu'en fait, la personne qui va signer en bas à droite pour faire l'investissement et qui va porter le risque, qui va porter la performance, mais aussi le risque, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et c'est important de le rappeler, et bien cette personne-là, elle a bien compris ce qu'elle était en train de faire. Merci pour toutes ces explications, c'est nettement plus clair. Et c'est vrai que nous, après, moi personnellement, je repasse après tous ces dossiers, toutes ces propositions qui sont en direct sur votre plateforme pour aussi donner finalement mon avis, ma propre analyse et les présenter à nos membres qui sont chez nous. Et donc notre partenariat, nous, il est depuis maintenant, on a commencé en 2022. Ouais. Voilà, nous, on est très, très heureux de cette collaboration-là. Et nous, sur tous les projets qu'on a proposés à nos membres via votre plateforme, voilà, on n'a eu aucun souci. Tout a toujours été bien remboursé en temps et en heure. Et en plus, vous avez une plateforme qui est hyper facile d'utilisation, qui marche très bien et qui est assez... voilà, n'importe qui ayant des connaissances informatiques, investissement ou pas, peut très bien y arriver. Et donc ça, c'est aussi ce qu'on aime avec Tout vous. à fait, avec une rémunération du portefeuille à 5%. Et oui, ça fait partie des petites nouveautés finalement. Ouais. Et on continue de travailler vraiment sur une expérience utilisateur qui soit toujours plus fluide et toujours plus agréable pour la prise de connaissances, pour l'investissement et pour... Et justement, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans les cartons comme projet chez La Première Brique pour 2026 ? Alors, il y a beaucoup de choses. On a vraiment une volonté d'accompagner toujours mieux nos investisseurs dans leur expérience d'investissement par beaucoup de pédagogie. Et cette pédagogie, on veut qu'elle soit la plus agréable possible. On n'a pas l'intention de créer simplement un blog avec des articles assez indigestes. On aimerait amener beaucoup de fluidité dans l'expérience utilisateur. Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que ça va arriver. Et puis élargir aussi notre gamme de produits à des choses qui, finalement, pour avoir un panel d'opportunités qui puissent correspondre
à un panel encore plus large d'investisseurs. Aujourd'hui, typiquement, on a des investisseurs qui n'ont pas le temps de se connecter sur la plateforme. Alors, on a créé un robot d'investissement qui permet de pré-réserver, enfin, pas de pré-réserver, mais d'investir pour toi. Mais on aimerait aller au-delà de ça, créer un système où en fait, on gère le portefeuille de nos investisseurs pour eux, en diversifiant vraiment sur toutes nos opportunités, de façon à ce qu'ils aient moins à s'en occuper et puis ils aient un rapport périodique. Ça fait partie des produits sur lesquels on travaille. On travaille aussi à aller chercher du rendement plus sur des loyers, plus que sur aujourd'hui un achat-revente où finalement le remboursement est plus in fine. Donc plus de produits qui sont avec un versement mensuel qui permettent de générer une certaine rente pour aller chercher des intérêts composés. Voilà, il y a pas mal de choses dans les tuyaux. On a une belle équipe de 30 personnes qui travaillent assez dur sur l'amélioration de tout ça. Super. Eh ben, merci beaucoup Hugo. Je te remercie d'être venu, d'avoir pris le temps de prendre la parole et d'expliquer tout ça à nos membres et à nos investisseurs. Un grand plaisir. On espère se revoir très vite pour toutes ces nouveautés-là. Et on vous remercie tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'en investissant avec la première brique par l'intermédiaire d'Oli, vous avez un taux boosté de plus 1% pour votre premier investissement. Merci à tous et à très vite. Merci beaucoup et au revoir.